Elon Musk contrôle Starlink, c'est une bonne chose, mais justement, ça prouve ce que je dis, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il coupe. Il appuie sur un bouton, il rentre chez lui, il demande À ces à ses ingénieurs de de stopper, couper. ouais. Voilà. Mmh. Et donc, il a un pouvoir qui Mmh. dépasse de loin Le problème, c'est le pouvoir. le pouvoir, la technologie, le narratif, la Mmh. dystopie. Mmh. Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TG Finance, votre émission quotidienne qui s'attache à bien comprendre l'actualité, la modéliser. Vous proposez ensuite d'y réfléchir et de voir comment est-ce que ça pourrait être de nature à revoir vos stratégies d'investissement au trading, ou bien tout simplement à comprendre le monde dans lequel on vit. Aujourd'hui avec David Turcage, CEO de iWave Capital, on sera plutôt sur cette logique-là de savoir, de comprendre, d'analyser, comprendre comment évolue le monde, et notamment sous un angle passionnant, mais peut-être également un peu inquiétant. Il s'agit de la frontière entre science-fiction et réalité, robots, intelligence artificielle, privatisation des ressources et contrôle des données, autant de thèmes qui redessinent notre quotidien et interrogent notre futur à travers le regard de David. Nous verrons comment la littérature dystopique nous avait déjà prévenu et quelles leçons nous pourrions éventuellement en tirer. Préparez-vous à un voyage entre science-fiction et futur où la conscience et l'esprit critique deviennent essentiels. David, bonjour. Bonjour, mais quelle introduction, Eh cher ben, ami. écoutez, merci David d'être avec nous pour aborder ce sujet ô combien passionnant, mais très difficile et très difficile à comprendre. En introduction, David, est-ce qu'on peut réellement parler de dystopie aujourd'hui? Oui, me semble-t-il, à partir du moment où on a l'impression, on a la sensation, d'ailleurs parfois avec un consentement, d'être contrôlé dans nos vies à chaque instant. Et même si on a l'impression quand même de vivre de plus en plus dans le confort. En fait, plus il y a de confort et plus il y a l'autre face du confort qui est, me semble-t-il, le contrôle qui est exercé sur nos personnes à travers tous les objets numériques, à travers les narratifs qui sont évoqués par notamment les big tech. Et donc c'est inévitablement l'essor de la technologie qui vous amène à nous alarmer peut-être d'une certaine façon? À nous Exactement, prévenir, c'est tout à ça? fait. Exactement. Qu'est-ce qu'elle nous fait dire, la technologie, comme problème aujourd'hui? Ce sont des problèmes de quel ordre? Politiques, sociaux, financiers? Quel est le juridique? À quoi sommes-nous mis face aujourd'hui, Eh bien, face à en cet fait, essor? un peu tout ça, puisqu'on est dans une phase de rupture civilisationnelle par rapport à ce qui prévalait. Par exemple, dans le cadre du travail, Mmh mh. on est peut-être à l'aune de la fin du travail tel qu'on l'a connu. Mmh. L'homme a toujours travaillé pour soit se nourrir, même depuis l'homme préhistorique, il faisait de la cueillette. Aujourd'hui, il travaille pour subvenir à ses besoins. Et les big tech, en tous les cas, selon ce qu'on commence à comprendre, eh bien, sont en train de préparer un modèle, Mmh. une autre civilisation dans lequel les hommes n'auraient plus leur place dans le travail. Le travail est un élément socialisant, et permet d'obtenir un salaire, permet d'épargner, permet d'avoir des projets. Et en fait, sommes-nous à la fin de ce modèle-là, qui est, je répète, une Mmh. rupture par rapport à ce qui prévalait depuis le début de l'existence même de l'homme. Mais David, vous présentez ça sous un angle, particulièrement inquiétant. Pour vous, on a l'impression que ça pose un problème. C'est pas, plutôt une plus-value finalement, que la technologie, soit en plein essor, qu'elle nous offre la possibilité peut-être de réfléchir mieux, d'avoir plus d'accès à l'information? C'est pas On peut pas aussi essayer de le voir comme ça? Alors, si la technologie fait ça, effectivement, mais ça fait partie d'un début de narratif, d'un début de récit, des bienfaits. Mais si derrière, elle inscrit le monde dans une certaine forme de totalitarisme, c'est un peu moins bien. Mmh mh. Par rapport à ce qu'on évoquait justement tout à l'heure en rapport au travail, dans les chaînes américaines, on parle justement de cash-shaped economy, c'est-à-dire la forme que vous voyez Mmh. ici Mmh. sur cette représentation graphique. La plupart, en fait, c'est-à-dire 80% des travaux que nous effectuons jusqu'à présent vont être remplacés par des robots dotés d'IA ou l'IA en général. Et il resterait à peu près 20% des travaux, selon le cash-shaped economy, selon ce modèle, qui nous serait permis encore de réaliser en matière justement de travail. Comme le cite d'ailleurs très récemment Elon Musk, les robots et l'IA remplaceront absolument tous les travaux à terme. Et d'ailleurs, travailler deviendrait même optionnel. C'est-à-dire Mmh. qu'il suggère en fait dans l'un de ses interviews qu'on pourra travailler de même titre que on peut aller arroser son jardin. Ça Mmh. sera Mmh. simplement un loisir comme un autre. Alors après, tout doit être, bon, effectivement, c'est beaucoup de la prospective, on tire beaucoup sur la comète. Mais voilà, il y a quand même deux, trois premières études sérieuses qui commencent à chiffrer l'impact de l'IA sur le marché du travail, notamment le travail américain. Les derniers chiffres publiés début décembre 2025 sont relativement
apaisant d'une certaine façon, puisque selon une étude, seulement 13 000 agents IA seraient capables d'effectuer le travail de 151 millions d'employés américains, ce qui représente moins de 12% de la masse salariale américaine, de la population active américaine. Finalement, l'impact de 12%, il est quand même tout relatif. Vous nous dites 80%. En fait, c'est pas moi qui le dis, c'est Oui, enfin, le modèle K-shaped economy. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est simplement aux prémices D'accord. d'un tsunami, d'une vague de fond. Et on a du mal encore à en anticiper les contours. Mais clairement, ce dont je parle, c'est même pas des signaux faibles. Vous voyez, comme l'indique même Musk, il ne sera plus nécessaire même d'économiser de l'argent. Il y aura un revenu universel et la pauvreté sera à l'avenir même éradiquée. Donc là, on en revient au récit. Mais justement, c'est là où on peut se poser des questions. Est-ce qu'on a vraiment envie d'être engagé dans cette voie civilisationnelle que l'on n'a pas choisie? Avons-nous voté pour ça? Pas forcément. La moindre des choses, c'est en avoir confiance. Alors justement, vous parlez de récit, vous citez Musk. Qui produit ce récit dominant selon vous? Est-ce que ce sont quelques entreprises dont ferait partie X, dont ferait partie Elon Musk, où ça y est, les États ont renoncé, les ingénieurs peut-être, éventuellement ceux qui programment les algorithmes aussi, peuvent être à la base de ce récit dominant, de ce discours dominant? Alors, ce récit provient des grandes corporations. On voit souvent justement Musk à la tête de ce récit, mais les autres aussi, les autres patrons les Sam Altman, les Mark Zuckerberg, etc. Voilà. En fait, ils le disent très clairement, et je pense qu'on ne veut pas bien l'entendre ou le comprendre, voire anticiper ce qu'ils sont en train de nous dire, voire même avoir un esprit critique à l'égard de cela. Et forcément, quand on nous dit plus besoin de travailler, pour ceux qui ont une aversion à l'effort, il y a une acceptation passive. Moi, si on me dit du jour au lendemain, vous n'avez plus besoin de travailler, vous n'avez plus besoin d'épargner, mais je vais dire, c'est génial. Seulement, comme je dis, il y a la face, il y a le pile, et la face, il y a cette face qui est très, très attractive, ce récit qui donne envie de se laisser aller. Il y a tout ce qui relève du consentement, mais il y a également une certaine forme de totalitarisme, puisque, in fine, qui possédera les capacités productives, qui possédera les capacités à nous permettre de communiquer ou d'utiliser une énergie, ou même à nous verser un salaire. Donc on arrive à une certaine forme de totalitarisme dans lequel l'individu est complètement écrasé et dépend de grandes corporations pour lesquelles, effectivement, il n'y a pas de processus, je dirais, démocratique, si je peux m'exprimer ainsi, même si ce n'est pas forcément très à la mode, mais on n'a pas voté pour ça. De la même manière, le revenu universel garanti, c'est quelque chose qui, forcément, qui ne peut que plaire. Voilà. Mais si quelqu'un vous dit vous n'avez pas besoin de travailler, je vous donne un revenu, on est dépendant également du système, et ça permet également d'arriver à une situation de confort. Donc il y a un ensemble d'éléments, je ne vais peut-être pas tous les citer, ceux qui sont ici sur le PDF, le PowerPoint, qui invitent en fait à se laisser aller au consentement, à la facilité, mais ça nous empêche aussi d'avoir un esprit critique à l'égard de l'autre face. Quelle est l'autre face, justement? Totalitarisme. La dépendance totale à des corporations qui posséderaient alors l'ensemble des infrastructures, et dont nous serions complètement dépendants, en fait. Mais alors, si je comprends bien ce que vous dites, à travers, sous ce regard-là, sous ce discours particulièrement plaisant, d'une certaine façon, se cachent peut-être en réalité des rapports de pouvoir entre ces différentes corps, peut-être entre ces méga-corporations d'un continent face aux méga-corporations de l'autre continent. Je fais évidemment référence aux États-Unis et à la Chine. On est en fait sur un rapport de force, un rapport de pouvoir total, en fait, Alors, de domination. Oui, tout à fait. Mais là, pour l'instant, j'évoque les choses en tant que Français et Européens. On est plus soumis aux big cap américaines en matière de numérisation de la donnée, de transfert d'éléments de communication, etc., qu'aux Chinois. Pour le moment, la tentative de domination chinoise à l'égard de la France n'est pas aussi prégnante, me semble-t-il, que ce que font les Américains, et notamment les Max 7. Et vous avez l'impression que c'est un discours qui est largement accepté par la société, ou au contraire, il y a quand même certaines personnes qui arrivent à réfléchir, remettre en cause, et ou au contraire, là, on a passé le point de rupture et on est évolue dans une civilisation qui a totalement accepté cette domination? Alors, il y a certains auteurs, certaines conférences qui sont maintenant largement connues, mais pour avoir un esprit critique, il faut déjà sortir le nez de son téléphone. Si vous prenez le train le matin, la plupart des individus que vous verrez sont en train de surfer sur les réseaux sociaux ou d'observer, et je ne leur tire pas la pierre, ils vont au travail, ils ont le droit de se détendre, mais sont en train d'observer ou d'analyser ou
d'avoir un certain loisir à l'égard d'informations à faible valeur ajoutée. Donc, Mmh. pour sortir de tout cela, faut-il encore avoir un esprit critique et aussi travailler cet esprit critique. Et pour ce faire, il faut forcément sortir du récit et aller chercher d'autres réalités Mmh. à travers peut-être certaines lectures, Mmh. à travers des discussions ou participer effectivement à des conférences ou des débats sur l'esprit critique. Mmh. Ouais, mais pour ça, il faut l'envie. Il faut, l'envie. Peut-être que ça se construit ailleurs aussi, dans l'éducation, le rapport éducatif des parents à leurs enfants, de la scolarité de l'école, face aux enfants. Est-ce qu'on n'est pas déjà finalement, heu, de ce que vous nous dites finalement, voilà, il le monde a basculé et le discours dominant est le discours accepté finalement? J'aimerais bien que non. Là, ça, Mmh. ça relève d'un avis, d'une opinion personnelle. Mmh. Ce que je voulais décrire aujourd'hui, ce sont des faits. Mmh mh. Évidemment, j'espère que ce n'est pas encore le cas. Mmh. Est-ce qu'on peut parler de dépolitisation de la technologie du coup? Oui, Mmh. quand on vous indique, par exemple, justement, que vous n'avez pas Même quand il y a des travaillé. rapports de pouvoir? Non, franchement, je vois pas vraiment d'individus ou de masse qui se lèvent à l'égard du modèle Mmh. qui nous est proposé. Je vois Mmh. pas ça du tout. Au contraire, il y a un consentement et nécessaire, puisqu'on est en train de nous endormir à travers un récit qui indique nécessairement que la technologie, c'est plus de liberté, c'est moins de travail, c'est pas de nécessité d'épargner, Mmh. pas de nécessité de se soucier. Donc, la première phase comment dire, du récit consiste justement à dire que la technologie n'apporte que des bienfaits. Mmh. Et si on n'arrive pas à s'extraire de cette pensée unique, je dirais, de cette forme de début de totalitarisme, eh bien, nécessairement, on risque d'y basculer. Mmh. Vous parlez de totalitarisme, donc on y perçoit effectivement une forme de mainmise de la politique d'une certaine façon sur les esprits, mais il n'y a pas que ça, il y a également une sorte de privatisation du bien commun, des biens communs. Voilà. Alors on comprend que la technologie, aujourd'hui, tout le monde l'a bien compris, hein, est énormément dépendante, enfin non, que la technologie est énormément dépendante de l'énergie qui se privatise de plus en plus. Est-ce que l'énergie, les données, la production seraient en train de basculer vers la propriété de quelques-uns au détriment de tous, selon vous? Et c'est dans l'actualité. Alors, déjà, première question. Seconde, je connais votre réponse. Et Donald Trump connaît aussi votre réponse, puisque cette semaine ou la semaine dernière, il a expliqué qu'il ne fallait pas que les Américains s'inquiètent sur justement cette notion de bien commun lié à l'énergie, que l'énergie allait rester aux mains des Américains. On y croit à ça? Parce Il que l'a tout ce dit, qui tout hein, ce qu'il dit tout ce qu'il dit, il le fait, donc on va dire que, on peut y croire. Après, je suis pas vraiment son porte-parole. De toute façon, ce que je cherche à dire, c'est simplement qu'il faut avoir un esprit critique à l'égard de tout ce qu'on nous dit, ou du moins une bonne partie. Et ce que je dis n'est pas complotiste, je parle vraiment Non, bien sûr, c'est bien sûr. Mmh. de faits bien réels et d'enjeux civilisationnels. Mmh. Et à ce titre, si on par on je pense on convoque souvent Trump et on s'interroge toujours sur ce qu'il va dire. Et là, je veux faire un peu de souverainisme de base. Peut-être faudrait-il s'interroger sur des contre-mesures à l'échelle française et Mmh. européenne. Est-ce qu'on a les moyens? Bien sûr qu'on a les Mmh. moyens. Mmh. Ce qui manque, c'est une volonté politique de coordination, de coopération entre les différents pays européens. Mais l'Europe est un continent riche en démographique, riche en matière de PIB, Mmh. et qui a des capacités importantes en matière militaire. Donc oui, il y a des moyens. Le problème, c'est la coopération, la coordination dans un espace où parfois les enjeux ne sont pas cohérents entre les différents pays. Mmh. Est-ce que, est-ce que finalement, donc vous dites que les grandes corporations se sont accaparées Oui. les biens communs. Oui. Mais est-ce qu'elles n'ont pas tout simplement pris la place d'un État fragilisé, d'États fragilisés et d'États surendettés? Alors, Est-ce qu'il ouais. oui, dans cette phase qui est la nôtre, les Mac 7 ont des moyens qui dépassent ceux des États. Notamment dans le domaine des infrastructures. La partie infrastructure est très importante Mmh. ici, dans ce temps technologique, hein. Je parle Mmh. de technologie, Infrastructure. de narratif et de Mmh. dystopie. Mmh. Donc, le cœur de la technologie se situe justement dans les infrastructures. À ce titre, par exemple, les grands acteurs, notamment parmi les Mac 7 et d'autres fournisseurs américains, euh, possèdent l'essentiel des parts de marché en matière de Mmh. cloud. Le cloud, justement, qui contient l'information, Mmh. c'est très Ouais, important. bien sûr. Autre élément, les big tech contrôlent une bonne partie du réseau justement de fibres Mmh. à travers le monde qui achemine justement 99% du trafic mondial.
En d'autres termes, une capacité à capter la donnée, à la transférer, à la stocker. Et ça fait partie également, je cherche à souligner également, des biens communs. C'est-à-dire Mmh. qu'un bien commun, pour rappel, hein, c'est un bien qui est nécessaire à la vie. De Mmh. même manière que respirer, donc Mmh. l'air est un bien commun, une forêt est un bien commun, un océan ou un lac est un bien commun. Aujourd'hui, pour qu'on vive correctement, nous devons, dans ce temps technologique qui est le nôtre, avoir la capacité, par exemple, à communiquer. Et justement, est-ce que l'information fait partie du bien commun? Absolument, OK. Et absolument. donc actuellement, l'actualité, c'est, beaucoup la géopolitique et beaucoup les manifestations en Iran. Le Mmh. pouvoir en place, pour, museler le peuple et qu'aucune information ne sorte, a coupé internet. Mmh. Mais on a Starlink. Elon Musk, grâce d'une certaine façon à Elon Musk, on est quand même capable de savoir ce qui se passe. Donc d'une certaine façon, il y a évidemment une forme de mainmise sur les esprits, mais d'un autre côté, il y a une forme d'éclairage de l'esprit aussi. Alors Sur que ce cas précis, alors que Starlink, pardon, que Elon Musk contrôle Starlink, c'est une bonne chose, mais justement, ça prouve ce que je dis, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il coupe. Il appuie sur un bouton, il rentre chez lui, il demande à ces à ses ingénieurs de de stopper, couper. ouais. Voilà. Mmh. Et donc, il a un pouvoir qui Mmh. dépasse de loin Le problème, c'est le pouvoir. le pouvoir, la technologie, le narratif, la Mmh. dystopie. Mmh. S'il veut, il coupe Starlink et il a un pouvoir qui va bien au-delà des États-Unis, bien au-delà d'une big cap américaine. Il a le pouvoir de faire taire un peuple, de privilégier, par exemple, un belligérant lors d'une guerre. Je rappelle Mmh. à un moment Ouais, donné, je en crois qu'il a Ukraine, fait Russie, en ouais. Mmh. Ukraine, et il avait décidé finalement d'aider les Ukrainiens en leur proposant d'utiliser Starlink, et je Mmh. crois finalement qu'il a été également en mesure de le couper. Donc c'est une forme de Mmh. totalitarisme, de forme Mmh. de pouvoir qui est au-delà de la big cap classique américaine. Est-ce qu'il peut être intéressant de rapporter, efficacité économique et perte de souveraineté? Est-ce qu'il y a un ratio intéressant à travailler de ce côté-là? Efficacité économique et perte de souveraineté, non, on peut être très efficace, très productif d'un point de vue économique, Mmh. et pour autant rester souverain. Mmh. C'est possible? Pourquoi pas? Mais Mmh. à nouveau, dans ce temps technologique Mmh. qui est le nôtre, on est en train à la fois d'être très efficace d'un point de vue économique. Mmh. Évidemment, il ne s'agit pas de dire que la techno, l'IA, les robots, c'est très mauvais. Mmh. Tel n'est Mmh. pas mon Mmh. propos. Mmh. 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 La question, c'est où est-ce que ça nous mène d'un point de vue civilisationnel, et ça mène à se questionner sur ce sujet, moi, de ce que je vois, il s'agit d'une rupture Mmh. en rapport à ce qui prévalait Mmh. depuis l'existence de l'homme, même en tant qu'homme préhistorique. La littérature s'est intéressée à ce sujet, David, il y a très longtemps. On pense évidemment à Huxley et à George Orwell. En quoi ces auteurs, peuvent nous aider à comprendre ce qui se passe actuellement? Alors, j'ai choisi trois ouvrages Mmh. à mon avis, sont symptomatiques, ou en tout cas permettent de nous éclairer à l'égard de ce temps technologique qu'est le nôtre, et qu'il faut à chaque fois inscrire dans le moment, dans le moment auquel ils ont été publiés. Mmh. Par exemple, un qui est très intéressant pour la période actuelle, c'est A Brave New World d'Huxley, qui avait été publié entre les deux guerres. C'était un début effectivement de production et de consommation de masse, et dans lequel justement il découvrait le consentement, le confort, Mmh. l'obligation d'être heureux, et évidemment le conditionnement. C'est ça ce dont je parle. Le Mmh. conditionnement à l'égard de cela, c'est-à-dire que les individus étaient conditionnés pour être heureux ou pour répondre à certaines tâches. Et donc ils acceptaient un monde totalitaire, plus ou moins, par conditionnement et par consentement. Mmh. On en est un peu là, justement. C'est-à-dire Ouais, que c'est là, vrai, vous c'est évoquiez en début intéressant. d'émission, Mmh. je vois personne réagir en masse. Bien Mmh. sûr, il y a des OK. conférences sur Mmh. l'esprit critique, Mmh. bien sûr, il y a des ouvrages qui paraissent, mais je ne vois pas personne en masse dire non, on n'est pas d'accord. Forcément, dès lors que l'on dit qu'on aura un revenu universel et qu'on n'aura plus besoin de travailler, bah, allons-y, A pourquoi pas. priori, Donc il y a une certaine forme de consentement à Mmh. laquelle, justement, Huxley nous avait, il y a Mmh. maintenant presque 100 ans, Ouais, c'est ça. indiqué ce qu'on pouvait en penser. Ensuite, évidemment, un autre bien connu, De l'œuvre 1984. d'Orwell, Mmh. 1984, qui est paru après la guerre, c'est-à-dire Mmh. après, finalement, l'hitlérisme et le Mmh. début d'un autre totalitarisme, notamment le totalitarisme Ah, russe. mais, mmh. Mmh. Donc lui, il s'inscrit là-dessus, Mmh. et il décrit également qu'il ne suffit pas de dominer quelqu'un ou de le contrôler par le corps, il faut également contrôler sa Mmh. pensée, sa manière Mmh. de réfléchir, et Mmh. et donc de transformer même son langage pour qu'il ne puisse pas penser librement et avoir un esprit critique.
c'est quelque chose qu'on voit également. On est en plein contrôle de la pensée. Mmh. Il y a même de nouvelles formes de langage quand on voit les jeunes s'exprimer. Il y a même un langage on retrouve en ce moment hein, la capacité que l'on a à utiliser un nombre varié de mots. Voilà. Donc le langage est à la base en fait de la pensée critique. Et Orwell décrit bien cette forme de totalitarisme écrasant qui est imposé et dans lequel il y a aussi une certaine forme de peur, puisque on se sent également dans l'œuvre d'Orwell, à travers le héros, surveillé de toutes parts. Il y a son télécran justement qui le surveille, donc tout ce qui est fait, tout ce qu'il fait est surveillé. Mmh. Effectivement, vous avez un téléphone là sur votre plateau, tout ce que vous faites aujourd'hui est enregistré dans votre téléphone, Mmh. vous êtes ultra surveillé. Mmh. Les big tech savent quelles sont vos préférences, vos goûts, euh, tout ce que vous aimez, tout est traqué. Donc C'est du marketing. oui, mais on est dans une surveillance, Mmh. à nouveau une surveillance consentie. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est mixer les œuvres. On est dans une surveillance consentie, on le sait bien, mais on est surveillé à outrance. Mmh. Un autre ouvrage sur lequel on pourra terminer, c'est l'ouvrage de Gibson qui s'appelle Neuromancer, qui est paru au début des années 80, début de financiarisation de l'économie, d'un début d'avènement de la technologie, notamment par le Japon. Le Japon était considéré à l'époque Mmh. comme une grande puissance technologique. Et dans cet ouvrage, il écrit le pouvoir justement des corporations Mmh. qui surpasse celui des États. Qu'est-ce qu'on a décrit précédemment? Mmh. On en est bien là. Mmh. Les corporations, notamment celles de Musk et d'autres, notamment les Max 7, ont une capacité d'appuyer sur des boutons et d'orienter, par exemple, ce qui va se passer dans le monde, les guerres ou pas, les révolutions et même nos propres vies. Mais est-ce que, comme vous le dites, des guerres, des révolutions, des révolutions industrielles, des révolutions technologiques, il y en a eu beaucoup, il y en a beaucoup, elles sont de plus en plus rapides, de plus en plus rapprochées en plus. En quoi celle que vous décrivez aujourd'hui semble être un changement, une dystopie plus impactante que les précédentes? Alors, dans les dernières révolutions industrielles, en fait, il y a 4 révolutions industrielles, nous en sommes à la 4e. Mmh. La technologie n'avait pas cette capacité à transformer nos capacités cognitives. Mmh. Par exemple, le fait qu'il y ait des locomotives à un moment donné, Oui, ça ne nous a pas impacté intellectuellement. Oui. voilà, ça simplement, ça nous a permis de faire des progrès en matière justement de logistique, productivité. Voilà, quand il y a des gains de productivité, on peut distribuer les richesses différemment. Il y a une accélération de la qualité du niveau de vie, c'est très bien. Mmh. Là, on est dans un monde technologique qui possède des infrastructures qui nous mettent sous contrôle. Et donc, sous une certaine forme de totalitarisme. À partir, par exemple, où tout ce que nous faisons est contrôlé à distance et que nous n'avons pas vraiment la capacité de sortir du modèle, nous sommes dans une certaine forme enfin, justement, nous sommes dans une dystopie et qui mène vers un totalitarisme certain. On est contrôlé ou on est observé? Alors, les deux. C'est pas pareil. Hein. Pour être contrôlé, il faut être observé. Et évidemment, les infrastructures permettent de nous observer, comme je disais tout à l'heure, dans le moindre de nos goûts, dans le moindre de nos déplacements. Mais le fait même que ces biens communs soient privatisés, on est contrôlé. Nous sommes contrôlés. Ok, très clair. En quoi c'est mal qu'un bien commun soit privatisé? Quelle incidence ça a? Je suis désolé, on revient un peu en amont, mais Eh bien justement, voilà, le fil est là. On pourrait résumer justement les choses sous cette forme-là. La dystopie contemporaine naît lorsque des biens communs deviennent des infrastructures privées. C'est-à-dire que dès lors que, si par exemple l'air devenait un bien commun, un bien privé, un produit en gros. Voilà, devenait un produit. Eh bien, étant donné que l'air est nécessaire à la vie, si maintenant je retire l'air de ce studio en appuyant sur un bouton, eh bien, on serait prêt à faire n'importe quoi pour que la personne qui est au bout du bouton ne fasse pas cela. Donc, dès lors qu'un bien commun est privatisé, on est sous contrôle et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Et c'est justement ce qui se produit. Les big cap, notamment les big cap américaines, ont une capacité à contrôler les flux d'informations, l'information en elle-même, à contrôler l'accès à l'énergie. Donc on va considérer, en extrapolant, parce que l'économie ne dit pas nécessairement, c'est pas écrit noir sur blanc, que l'énergie ou par exemple les infrastructures qui permettent de communiquer ou de faire transiter des informations ou des données sont des biens communs. Au sens pur, ce ne sont pas des biens communs. Mais en extrapolant, ce sont des choses qui sont nécessaires à la vie. Ok, c'est ça.
peut-être que c'est plus facile à comprendre quand vous dites que ce sont des biens nécessaires à la vie plutôt que biens communs. Ce sont biens communs Bien sûr. peut-être un peu plus flou. On a encore le temps de faire machine arrière ou tout du moins de freiner cette évolution qui est un peu inéluctable, mais en tout cas de peut-être mieux la comprendre, mieux la cerner, de peut-être construire des pare-feux, des barres de compréhension. On a le temps encore ou ça y est, le point de bascule est passé. Alors, je parlais en tant que Français Mm. et Européen. Euh, je pense que ce que nous devons faire, en tous les cas, dès à présent, c'est justement peut-être pour certains reprendre cette littérature et justement développer un esprit critique, essayer d'avoir une vision en dehors de ce qui nous est proposé dans ce récit et effectivement prendre conscience et surtout rester en contact avec le réel. Par exemple, ce qui m'a largement choqué, vous avez vu ce qui s'est passé en Suisse. Ouais, Des jeunes gens, en fait, qui, lorsqu'ils voient le feu, plutôt que de fuir, ouais, filment faut le feu. filmer. Mm. Je pense que là, on est dans une génération qui n'a plus contact avec le réel. Et ça, Mm. c'est un danger extrême. Mm. Elles ont contact avec l'irréel, C'est le avec début. l'abstrait, via leur téléphone qui est sous contrôle. La perte du réel, c'est le début de la folie, ça. Exactement. Mm. Donc ça, c'est ce qui pose problème, c'est ce qui questionne et ce qui est très inquiétant pour les générations futures qui sont nées dans ce narratif Mm. et qui en dépendent totalement. Mm. Vous savez bien, si vous avez des enfants, vous dites à votre enfant, je te prends ton téléphone, il va se rouler par terre. Voilà, ben, c'est un peu ça en fait. Hein. Vous avez donc un pouvoir sur lui à Mhm. travers pour ce que pour lui un bien commun, un bien qui est nécessaire à la vie, s'il ne peut pas communiquer, Mm. s'il n'a pas accès à ses applications préférées, Mm. il se roule par terre et vous pouvez le soumettre. Vous pouvez lui dire si je te prends si tu ne fais pas tes devoirs, je te prends ton téléphone. Mm. On est un petit peu Dans ce rapport-là, ce rapport de force Exactement. finalement, enfin un rapport de force ou éducatif, peu importe, mais Exactement. Mais vous, éducatif. quand vous faites ça pour vos enfants, Mm. vous le faites pour son bien, Mm. parce que vous voulez qu'il se construise correctement Mm. pour l'avenir. Mm. En revanche, Mm. Ah ouais, c'est dans le ça. cadre Ouais, de ce dont on parle, ouais. la privatisation des biens communs C'est et pas le pour notre bien, en fait, ce que vous dites. C'est juste pour nous contrôler. Complètement. je ne sais pas si c'est l'objet des grands patrons de la big tech de vouloir nous contrôler, mais in fine, ils sont en train d'obtenir ce pouvoir dont ils feront ce qu'ils voudront. Il y a un secteur d'activité qui est alors extrêmement impacté, mais de façon très silencieuse par cette idée-là, c'est le monde militaire, l'armée. On a vu courant juin 2025 que 3 ou 4 des grands directeurs administratifs et financiers de ces 7 magnifiques avaient obtenu une certification militaire, et c'est devenu sergent, je crois, ou quelque chose comme ça. Ce lien-là vous inquiète-t-il? Ou au contraire, c'est une forme d'adaptation nécessaire et auquel cas, c'est plutôt intelligent? Alors, en matière d'armée, bien sûr, on doit être à la pointe de la technologie, donc je ne suis pas étonné Mmh. qu'aux États-Unis, Mmh. il y ait un lien entre l'armée et les Mmh. big tech. De la même manière, je crois qu'il y a récemment une coopération entre l'une de nos licornes Mistral Mmh. avec les armées françaises, Mmh. et on ne peut justement que aller en ce sens. Applaudir, oui, c'est ça. C'est quand Ah oui. vous parliez tout à l'heure, quand vous expliquiez quels pouvaient être les leviers que l'Europe ou la France pouvaient activer, pourraient activer pour eh bien, contrer cette forme d'hégémonie, il y a ce levier-là, vous dites. Alors, Enfin, même si non, ça ne pourrait pas contrer, mais en tout cas pour s'adapter. En tout cas, c'est une forme d'adaptation, de compréhension du monde dans lequel on vit. alors pour contrer tout ça, moi, ce dont je parle, c'est une prise de Ouais, conscience c'est à ça. l'échelle des Et qui masses passe pas. et un esprit critique. Oui, c'est ça. Et cet Voilà. esprit critique, on en verra dans un instant, mais c'est quoi? C'est l'école en gros? L'esprit critique, c'est ce que vous pouvez faire à l'égard de vos enfants, à l'égard de votre entourage. Essayer de conscientiser en fait autour de nous à l'égard de ce narratif qui nous endort Mm. et qui petit à petit va nous enfermer dans un monde qu'on n'a pas forcément souhaité. Enfin, moi, du moins à titre personnel, je ne souhaite pas du tout être contrôlé par qui que ce soit. Je Non. veux bien utiliser des produits, payer des factures Mm. pour utiliser des produits, mais je Mais n'ai pas pas pour envie de les respirer, contrôler. quoi. Ouais. Et Non, puis, pas pour respirer, ouais. exactement. Exactement. Mais donc, du coup, pour revenir là sur cette idée, cette accointance techno, IA, robot, armée, ça va dans le bon sens en tout cas. Alors, C'est nécessaire en tout cas, c'est logique. il y a tout ce qui relève de la techno et des armées doit être à la pointe, évidemment. Mm. Et cette connexion, justement, entre le monde des armées et la techno doit être extrêmement riche et impactante pour notre capacité, justement, à résister pour la suite. On voit bien ce qui se passe à l'égard de Trump. Mm. On aurait pu penser, d'ailleurs, il y a quelques années, qu'on allait se confronter un petit peu, d'abord, aux Russes. Il se trouve que le temps
nous donne tort. Difficile de se dire maintenant qu'on risque de se confronter plus directement Aux euh, à- Américains. aux Américains. C'est vraiment très très curieux. Et cette singularité, eh bien, pour y faire face, toujours esprit critique, et en tous les cas, elle se passe pour l'Europe et la France, une armée prête à affronter de nouveaux défis. Mais là, on digresse un petit peu Ouais, bien sûr, par rapport à ce qui est évoqué. on digresse, on va revenir donc effectivement sur le sujet. Toujours dans cette logique un peu, pas de prospective, mais essayer de pouvoir détecter ce qui pourrait être inquiétant. Vous, qu'est-ce qui vous inquiète le plus là sur ces 10 prochaines années? Quel est l'élément qui vous fait le plus peur? Eh bien, la privatisation de biens communs. Ça peut aller plus loin que ce que c'est déjà aujourd'hui. Alors certains vous parleront de financiarisation, mais non, en fait, on n'en est pas là. La financiarisation, comme Vous en parliez. oui, tout à fait. C'est quelque chose qui a débuté dans les années 80, Ouais. qui ne pose pas de problème à particulier. À nouveau, hein, je ne suis pas dans Bien sûr, c'est le vraiment complotisme, tout ça. Non, non, bien sûr. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je suis plutôt économiste libéral, donc je suis ravi que la technologie avance. Je suis pro-techno complètement. Euh, à partir du moment où on lui alloue ce qu'on attendait, c'est-à-dire une amélioration générale du bien-être, tout en restant libre, c'est ça le plus important, me semble-t-il. Donc il faut réglementer. Je n'irai pas jusque-là, alors plutôt inciter. Mmh. En tout cas, le fait, vous savez que l'acte de consommation est un acte politique. L'acte d'épargne est également un acte politique. On peut très bien décider d'utiliser des acteurs qui sont plus respectueux, par exemple, à l'égard de notre manière de voir, nous Français. Il se trouve que nous, hélas, nous consommons beaucoup américains en matière de techno et beaucoup chinois en matière de techno et de produits et de services. Euh, on devrait faire œuvre, enfin, comment dire, être un peu plus souverainiste, Mmh. se reconcentrer peut-être vers un troisième modèle, un modèle européen, Mmh. euh, qui serait distinct de ce qui nous est proposé à l'Est, la Chine et la Russie, Mmh. et de ce qui est proposé à l'Ouest, à savoir les États-Unis avec des big caps et des Max 7 qui grignotent notre capacité à réfléchir librement. Et on l'a vu, hein, justement. Alors oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais peut-être qu'effectivement, le premier pare-feu, ça reste quand même la réglementation, le droit. Finalement, c'est un peu ce qui explique un petit peu les grandes confrontations aujourd'hui, les esprits, les différents esprits. D'aujourd'hui, on a deux blocs souverainistes entre un bloc basé encore sur la notion des droits de l'homme. Et donc du droit, plus globalement. Ça peut être la norme aussi. Les droits de l'homme? Non, non. Ah, le souverainisme? Non, non, je parle de réglementation. Mmh. Ça Mmh. peut être, plutôt que de réglementer ça peut être la norme, voilà. Ah oui, d'accord, oui, Vous mais voulez participer la à... norme, la règle, c'est un peu la même Ouais. chose, norme et règle. Voilà, oui, il y a moyen, en fait, de se protéger par la norme aussi. Ok. Quel est le signe avant-coureur qui constituera une réelle alerte pour l'humanité et pour l'humanité? Ils sont déjà là. Dès C'est lors ce que j'allais vous dire. dès lors que Musk peut influencer à distance un conflit en utilisant ses infrastructures, je crois là qu'on est et Musk n'est pas un État. C'est une grande corporation qui a un pouvoir, donc, comme je disais, qui dépasse déjà celui d'une grande corporation, celui des États-Unis, et qui est une prolongation du pouvoir des États-Unis au-delà de ses propres frontières. Et ça, c'est tout à fait discutable. Donc je crois que les signaux, les alertes, Ils sont déjà là. Quand on a vu Donald Trump et Elon Musk travailler ensemble au début de l'exercice 2025, c'était dramatique. C'est le pire scénario possible. alors ça, je suis pas dérangé par ça. Ils font ce Quand qu'ils le veulent. pouvoir rencontre la puissance économique et financière, c'est l'arme absolue. Alors, c'est pas très dérangeant, à nouveau, que les États-Unis veulent redevenir la puissance qu'ils étaient et imposer leur volonté. C'est une grande puissance, donc on est dans quelque chose de tout à fait naturel. Ce qu'il faut, en revanche, nous, de notre côté, c'est savoir qui nous sommes et est-ce qu'on veut ça ou non. Pour nous, est-ce qu'on veut que cette monstre à deux têtes, hein, cette espèce d'hydre avec d'un côté les capacités, les infrastructures et le pouvoir, peuvent-ils imposer leur volonté au-delà de leurs propres frontières? C'est ça la question. Et par la force des choses, est-ce qu'il y a une forme de reboot, un bouton sur lequel on pourrait appuyer pour revenir à des fondamentaux politiques ou culturels plus ancrés? Et quels seraient-ils ces fondamentaux politiques et culturels? Ouais. Comment Ça peut être la norme, comme je l'indiquais, hein. Ouais. C'est-à-dire que vous voulez, les États-Unis ou la Chine veulent commercer avec l'Europe, eh bien, il faut se soustraire à un certain nombre de règles qui seraient les nôtres, notre troisième modèle entre les deux, l'Est et l'Ouest, hein, en fait. Et je pense que l'Europe a ce qu'il faut pour ça, puissance démographique, puissance économique,
puissances militaires s'ils coopèrent et s'ils sont coordonnés. On a tout ce qu'il faut pour imposer une norme et proposer un troisième modèle qui serait celui de la France et de l'Europe. Et de l'Europe. Eh ben, écoutez, David, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce sujet-là, tout à la fois fascinant, parce que c'est sûr que tout à grande avancée technologique, eh ben, on se régale de voir quelles en sont les implications et comment ça se matérialise concrètement sur tous les pans de nos sociétés, mais également inquiétant parce qu'on a bien compris que tout ceci n'est pas fait pour nous aider à avancer, mais plutôt pour nous empêcher d'aller voir peut-être différemment les choses que ce qu'elles pourraient être. Merci beaucoup David, à bientôt. Nous, on va s'arrêter là. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet tvfmedia.fr ou sur notre chaîne YouTube TV Finance. Et écoutez, j'étais ravi de vous accompagner aujourd'hui et dès lundi prochain, c'est Roselyne Pagès qui vous accompagnera à 8h55 pour une ouverture de décryptage et d'analyse de l'actualité pour comprendre notamment comment évoluent les marchés financiers. Je vous souhaite une excellente journée sur TV Finance et un très bon week-end.